Boissier, qui représente ici ATD Quart Monde, et celle de Madame Noélie Gréveldinger, qui travaille au Conseil général à propos d'une expérience de co-formation. Au fond, la problématique a été évoquée déjà à plusieurs reprises depuis ce matin. Et si les pauvres, eux aussi, avaient des compétences, des savoirs à faire valoir et sur lesquels nous devrions sans doute nous appuyer davantage pour promouvoir le développement de ceux qui vivent ces situations de pauvreté. On se souvient les uns et les autres de cette phrase que l'on attribue tantôt à Gandhi, tantôt à Mandela: ce que vous faites pour moi, si vous le faites sans moi, alors vous le faites contre moi. C'est tout l'enjeu de ces co-formations. Je vous en prie. Bonjour. Donc, je suis Christelle Boissier, volontaire permanente à ATD Quart Monde, c'est-à-dire engagée à temps plein auprès des familles en situation de pauvreté. Donc, à côté, Noélie Gréveldinger, elle se représentera un peu plus longuement plus tard. Donc, comme disait tout à l'heure Laurent Souchard, le thème de l'atelier, c'est vivre pauvre, mais nous, on ne va pas vous parler de la pauvreté parce qu'on ne la vit pas. Mais comme c'est dit dans la fin de l'introduction et comme a rappelé monsieur, on a besoin d'entendre la parole des personnes, d'entendre leurs réflexions, mais pas seulement des témoignages. Et ça j'y reviendrai. Et donc pour cela, à ATD, on a créé la démarche du croisement des savoirs et des pratiques avec des personnes en situation de pauvreté. Et donc les co-formations font partie de cette démarche-là que je vais vous présenter. Donc la démarche du croisement des savoirs, elle est ancrée dans ATD Quart Monde. Elle a la même finalité, donc je vais vous dire quelques mots du mouvement ATD Quart Monde. Donc il a été créé en 1955 dans un camp de Saint-Logis, à Noisy-le-Grand, à partir des familles de ce camp. Et elles ont pu se rassembler parce qu'il y avait un des leurs qui les a rejoints, donc Joseph Brzezinski, le fondateur du mouvement, avait connu l'humiliation de la misère, de l'assistance, de la charité, et donc il voulait autre chose pour les familles, et donc il voulait aussi déjà que ce soit elles les premiers acteurs de la lutte contre la pauvreté. Donc il a rassemblé ces familles, et donc chez nous, les familles qui s'engagent dans le combat de la lutte contre la misère, c'est les militants Quart Monde, mais ils ne peuvent pas s'en sortir tout seuls, donc il faut un rassemblement d'hommes et de femmes autour d'eux, et donc il a aussi développé l'Alliance. Donc les militants Quart Monde, c'est les bénévoles qui ont la connaissance de la pauvreté. Les alliés, c'est les bénévoles qui n'ont pas la connaissance de la pauvreté, mais qui veulent s'engager dans ce combat de lutte contre la misère. Et donc les volontaires permanents, comme moi, engagés à temps plein. Et donc Joseph Brzezinski, c'était un curé, mais ce mouvement, il n'est pas confessionnel, il n'est pas caritatif. Et la finalité, c'est la destruction de la misère. Donc, je vais vous faire une petite citation aussi, parce qu'il y en a qui m'en fait plein. Victor Hugo disait vous voulez la misère soulagée, moi je la veux détruite. Bon, je n'avais pas prévu la citation, c'est peut-être pas tout à fait comme ça, mais en gros, c'est ça. Détruire la misère. Et nous, on dit, comme d'autres ont visé, l'abolition de l'esclavage. Ce n'est pas une utopie pour nous, c'est la société qui a produit la misère, donc on peut la détruire. Et j'aime bien faire le parallèle aussi de dire, dans les années 50 aux États-Unis, si on leur avait dit qu'il y aurait un président noir à la tête du pays d'ici peu, c'était aussi difficilement imaginable. Donc voilà, détruire la misère à partir de deux idées. Donc c'est l'accès de tous aux droits de tous, c'est-à-dire penser en termes de droits et pas d'assistance, et surtout penser en termes de droits pour tous et pas de droits spécifiques pour les plus pauvres. Et par la mobilisation de tous, y compris les personnes en situation de pauvreté. Parce que notre conviction de départ, c'est que c'est impossible de lutter contre la misère sans un partenariat avec ceux et celles qui la vivent au quotidien. C'est eux les premiers qui luttent contre la pauvreté, et donc ils ont une connaissance
que nous, on ne peut pas avoir. Ce n'est pas seulement des gens avec des manques, avec des difficultés, ce n'est pas que des gens à aider, mais c'est des personnes qui réfléchissent aussi et qui peuvent nous apprendre des choses. Et donc, on ne parviendra pas à détruire la misère tant qu'on ne les associera pas, tant qu'on ne prendra pas en compte leurs réflexions. Mais voilà, prendre en compte cette réflexion, ce n'est pas non plus simple, parce que quand les personnes ont été éloignées de la prise de parole et de la prise de décision, ce n'est pas évident pour eux de s'exprimer. Il faut vraiment créer des conditions pour ça, et donc c'est pour cela qu'au départ, ATD Quart Monde a créé, dans les années 70, les universités populaires Quart Monde. Et donc les universités populaires Quart Monde, c'est des rencontres qui réunissent des personnes qui ont l'expérience de la pauvreté, les militants Quart Monde, et d'autres milieux sociaux, les alliés ou volontaires, pour réfléchir ensemble sur des thèmes de société. Mais toujours avec cette priorité aux personnes qui ont l'expérience de la pauvreté, à leur réflexion qui est première. Ce n'est pas une conférence, c'est une rencontre où d'abord ils exposent leur réflexion et les autres savoirs viennent échanger avec eux. Et donc, c'est pour les personnes, pour les militants Quart Monde, c'est vraiment important, les universités populaires Quart Monde, parce que c'est un lieu d'identité, de rassemblement, et ils se reconnaissent entre eux, ils ont peu de lieux comme ça où ils peuvent se retrouver avec d'autres de leur milieu ou d'autres milieux pour réfléchir. Il y a beaucoup de lieux où ils vont pour être assistés, être aidés, mais pour réfléchir, en fait, il n'y en a pas tant que ça. Et c'est un lieu où ils peuvent retrouver leur identité. Moi, je me rappelle une militante qui disait que c'est en arrivant à ATD Quart Monde qu'elle est passée en gros de la honte à la fierté. Alors un jour je disais ça, quelqu'un a ricané, la fierté d'être pauvre, et donc c'est forcément pas la fierté d'être pauvre, mais c'est passer de cette honte. Elle nous expliquait qu'en fait ses parents ils fouillaient dans les poubelles, et voilà, elle avait un peu honte de ça, elle ne l'avait jamais dit à personne, même si elle le savait, elle ne l'avait jamais dit. Et elle a osé le dire le jour où elle a compris que c'était pas une honte, mais qu'en fait ses parents ils avaient peu de sous, et ils cherchaient par tous les moyens à faire vivre leur famille, et donc ils cherchaient par tous les moyens à s'en sortir, et c'était plutôt une fierté que malgré la difficulté, ils fassent ça pour subvenir à leurs enfants et à tout ce qu'il faut pour le quotidien. Donc voilà, ce passage de la honte à la fierté, je trouve que ça revient un peu à ce que tu disais, Laurent, sur comment c'est pas une responsabilité individuelle d'être pauvre, mais c'est une question sociale, c'est la société qui nous met dans ce statut-là. Et puis c'est donc un lieu de construction de la réflexion collective, les universités populaires. C'est là où on apprend à justement construire sa pensée, à prendre la parole, à mettre des mots sur son expérience, sur son témoignage, sur ce qu'on vit. On met des mots dessus, on apprend à prendre la parole, à parler dans un micro, à écouter l'expérience de l'autre aussi, et à faire le lien entre toutes ces expériences, parce qu'en fait, l'expérience en soi, c'est pas un savoir. Et donc, le témoignage, c'est pas un savoir. Mais le fait de se retrouver avec d'autres et de réfléchir ensemble et se rendre compte que d'autres personnes vivent la même situation, que d'autres qui ne vivent pas la même situation écoutent et entendent et rebondissent sur ce qu'on dit, c'est ça qui crée ce savoir-là des personnes de la pauvreté. Et c'est ça qui fait que ce n'est plus un témoignage et que ce n'est plus juste une expérience, mais que c'est un savoir. Et donc ensuite, voilà, c'est un lieu de dialogue avec l'ensemble des citoyens, parce que si les pauvres ils restent juste entre eux pour parler entre eux, ben, ça ne va pas servir à grand chose. Et l'idée, c'est vraiment d'échanger avec les autres, de pouvoir prendre en compte ce que disent les autres milieux, et que aussi ils soient entendus par d'autres pour porter ça à d'autres niveaux, dans d'autres milieux et au niveau politique aussi. Donc c'est un lieu, moi je dirais c'est un lieu d'échange de savoir, puisqu'après on va parler du croisement des savoirs. Donc là c'est 2 heures, c'est une université populaire, c'est 2 heures, donc voilà, c'est un lieu d'échange de savoir. Et donc ça renvoie à la question des différentes sources de savoir. Donc Joseph Brzezinski, lors d'un colloque à l'UNESCO en 80, avait mis en évidence 3 savoirs.
les savoirs universitaires et scientifiques qui nous permettent d'expliquer, d'analyser les situations, les évolutions, et ça c'est les savoirs de la théorie, c'est le grand savoir universitaire qui est bien reconnu. Ensuite, il y a les savoirs d'action des professionnels acquis par la formation, la pratique, le travail d'équipe. Ils permettent de modifier les situations, d'améliorer les réalités vécues. Donc c'est votre savoir, on peut dire c'est mon savoir aussi de mon côté en tant que volontaire. Et donc ces savoirs de la pratique professionnelle, ils sont aussi reconnus. Et ensuite, il y a le savoir des personnes en grande pauvreté, appris par la vie, par la lutte quotidienne pour survivre. Mais ceux-là, ils ne sont pas très reconnus, et pas du tout même, et donc pas pris en compte. Et c'est là que l'importance d'avoir des lieux de rencontre, voilà, pour que ce savoir-là d'expérience il soit mobilisable, il soit construit. Et donc, chez nous, c'est le rôle des universités populaires Carmonde, mais c'est aussi le rôle des associations citoyennes de lutte contre la pauvreté. Quand on fait des actions, nous, à TD Carmonde, on est aussi en lien, par exemple, avec l'Université populaire des parents, qui est aussi une association citoyenne où les gens réfléchissent ensemble. Donc voilà. J'essaie d'abréger, mais il ne faut pas que je perde mon fil. Donc ces savoirs se rencontrent pas. Chacun est sûr de comprendre les réalités des personnes ou les réalités sociales, mais ça ne fonctionne pas. Et on voit bien que les politiques de lutte contre la pauvreté, elles n'arrivent pas à éliminer la pauvreté. Donc c'est pour ça que dans les années 90, dans le prolongement des universités populaires, ATD Carmonde a développé la démarche du croisement des savoirs. Donc à partir de 2 programmes expérimentaux, donc Carmonde Université au départ, et donc là le constat c'était que les personnes en situation de pauvreté, elles sont souvent objets de recherche et rarement co-acteurs. Voilà, à la rigueur, elles donnent leur témoignage, mais après, les universitaires, ils vont analyser ce qu'ils ont dit et ils ne font pas partie de l'analyse. Et donc là, avec Carmonde Université, des universitaires et des militants Carmonde se sont réunis pendant 2 ans pour se comprendre, travailler et écrire ensemble 5 mémoires de recherche. Donc ils ont fait 5 groupes avec militants et universitaires. Et donc ils ont écrit tout ensemble du thème à la question de recherche, à la problématique, jusqu'au bout, mais dès le départ et jusqu'au bout. La problématique, ce n'est pas les universitaires qui l'ont posée, ils l'ont réfléchi ensemble. Et donc voilà, si vous imaginez, c'est pas facile de dialoguer entre le monde des universitaires et le monde de la pauvreté, donc ils ont expérimenté des manières de faire. Donc voilà, la grande question c'était de quelles connaissances avons-nous besoin pour lutter contre la grande pauvreté. Et donc ça a donné lieu à un livre, Le croisement des savoirs. Et ensuite, il y a eu Carmonde Partenaires. Donc Laurent, tu as participé à Carmonde Partenaires. Et là, c'est parti du constat qu'entre personnes en situation de pauvreté et professionnels et institutions, de toutes institutions, il y avait de l'éducation, la justice, la gendarmerie, je pense aussi, la formation, les HLM. Voilà, on ne se comprend pas, il y a des incompréhensions réciproques, c'est vraiment des 2 côtés, et donc ce programme-là cherchait à identifier les conditions pour agir en partenariat, pour se comprendre et agir en partenariat. Et c'est toujours, là c'était des professionnels et des personnes en situation de pauvreté, donc c'était toujours des militants Carmonde, donc toujours avec cette importance du lieu de recul. C'est des militants qui vont à l'université populaire, qui ont un lieu de recul pour analyser leur expérience. Et enfin, j'appuie bien là-dessus parce que des fois, on dit on peut prendre des gens dans la rue et qui viennent aussi, mais chacun, on a des lieux. Je pense que vous faites des analyses de pratique, des retours, vous avez des lieux de rencontre entre professionnels, nous à ATD aussi. Mais les gens du Carmonde, ils ont rarement de lieux où se retrouver et réfléchir à leur expérience et en faire un savoir. Et c'est là aussi que des fois on nous dit
mais ces 3 personnes qui parlent, c'est pas représentatif, ou ils n'ont pas la légitimité. Mais c'est justement ce recul-là, ces lieux-là, qui permettent d'avoir une légitimité. Comme nous, professionnels, vous, moi, volontaires, quand on parle, on a une certaine légitimité parce que derrière, eh bien, on a toute la profession ou tout le mouvement pour moi. Eux aussi, ils ont un savoir légitime parce qu'ils ne parlent pas que de leur expérience, mais de tout ce qu'ils ont emmagasiné lors de ces rencontres dans les universités populaires notamment. Donc voilà, en vivant donc ces 2 programmes, donc le deuxième a donné naissance à un livre, Le croisement des pratiques, et du coup, on a créé une méthode de co-formation par le croisement des savoirs et des pratiques avec des personnes en situation de pauvreté. Mais la co-formation, c'est un des pans de la démarche du croisement des savoirs. Après ces 2 programmes, on a réalisé une charte du croisement des savoirs, donc vous pouvez trouver sur Internet, qui reprend les principes éthiques et des conditions, qui a été élaborée avec les participants aux 2 programmes. Et il y a aussi une évaluation de la démarche, donc un autre livre, Le croisement des pouvoirs, qui a évalué ces programmes, mais aussi le développement de la démarche. Et donc on a développé cette démarche avec, on va dire, deux points. Des co-formations au niveau avec des professionnels du travail social, de la santé, de l'éducation, de la fonction publique, une co-formation avec des élus locaux, avec l'UNCAS et l'Union nationale des CCAS, des centres communaux d'action sociale. D'ailleurs, je n'ai pas dit ce que c'était à TD Carmonde, agir tous pour la dignité. Hein. Nous aussi, on a notre jargon, nos sigles. Donc voilà, on a développé les co-formations. Il y en a, à ce jour, il y en a plus de 70. Les premières ont été réalisées au CNFPT à Angers. Et puis, quelques recherches-actions. Et on en a moins fait, mais il y en a aussi. Par exemple, il y en a une qui vient de se terminer au Québec, qui a associé des professionnels de santé, des chercheurs universitaires et des personnes en situation de pauvreté pour améliorer la qualité et l'égalité des soins. Et donc, la démarche, en fait, c'est une démarche de recherche, action, formation. Et il y a toujours les 3 volets qui s'irriguent en permanence avec une dominante dans l'un ou l'autre. Donc, par exemple, pour l'action, ça pourrait être déterminer les actions qui seraient menées dans un quartier, dans un centre d'hébergement, dans une école, réfléchir d'abord ensemble sur les difficultés, les causes, et ensuite chercher ensemble des solutions qu'on pourrait imaginer. Avec une différence, c'est que dans l'action, les personnes sont dépendantes entre elles, tandis que dans les co-formations, on fait attention à choisir des personnes qui n'aient pas de lien, les professionnels n'ont pas de lien avec les personnes en situation de pauvreté. Mais je reviendrai dessus tout à l'heure. Donc, l'objectif premier de cette démarche du croisement des savoirs, c'est reconnaître ce savoir issu de l'expérience au même niveau que les autres savoirs. Et donc, c'est créer les conditions du dialogue entre les savoirs pour construire ensemble de nouvelles connaissances, donc de nouvelles compréhensions des choses et du coup, pour mieux agir ensemble. Et pourquoi des conditions? Parce que voilà, le constat de base, c'est qu'on n'est pas égaux entre les personnes. Alors, on est tous des êtres humains, d'accord, mais on n'a pas le même langage, on n'a pas la même aisance, pas la même manière de s'exprimer. Et justement, quand on a cette pensée différente, c'est pas simple de pouvoir l'exprimer. Donc, c'est la question du pouvoir. Dans une réunion, certains peuvent prendre le pouvoir sur d'autres, et du coup, il ne suffit pas de se mettre autour d'une table pour que ça fonctionne. Il faut vraiment des conditions, sinon les personnes vont être là, vont dire justement oui, oui, alors que ça veut dire non, ou alors j'ai rien compris, mais je dis oui. Voilà, donc il y a besoin de conditions qui nous rendent plus égaux notamment. Donc j'ai repris un dessin de la notion d'égalité de justice. Alors là, c'est l'égalité parfaite au niveau du chacun a son petit tabouret pour regarder le match. Seulement, il y en a toujours un qui ne voit pas.
Et donc, dans le deuxième dessin, le plus petit, il a droit à plus de tabourets pour être vraiment à égalité. Parce que parfois, dans l'éco-formation, on nous dit, vous dites qu'il y a égalité, mais vous prenez plus de temps pour que les personnes du groupe les militants Carmonde, les personnes en situation de pauvreté, on leur donne plus de temps pour s'exprimer. Mais oui, mais parce que peut-être que si on veut vraiment arriver à une égalité, il faut leur donner plus de temps. Voilà. Donc, le croisement, j'ai pas mis que c'était l'éco-formation, mais donc l'éco-formation, c'est toujours dans ce schéma-là. D'abord, on a les groupes de pairs dans l'éco-formation, comme dans les recherches, actions. On travaille par groupe de pairs pour arriver à la confrontation. Et donc là aussi, mais pourquoi on nous sépare alors que le thème de la co-formation, c'est mieux agir ensemble. On arrive et on dit, vous allez travailler séparément. Mais non, mais on sait parler avec les personnes, mais on les connaît, on a l'habitude. Mais oui, mais pour créer vraiment une liberté de parole pour les personnes, pour qu'elles se sentent en sécurité, pour qu'elles puissent vraiment exposer ce qu'elles ont envie, il faut d'abord passer par le groupe de pairs, parce que là, déjà, celles qui ont moins l'habitude de parler dans les personnes en situation de pauvreté, il y en a qui ont plus d'aisance. Celles qui ont moins l'habitude pourront déjà amener leur réflexion personnelle. Ensemble, chaque groupe va construire une réflexion collective et chaque groupe va amener cette réflexion de groupe dans la confrontation, dans un échange en plénière. Et c'est là qu'on va vraiment pouvoir voir les savoirs des uns et des autres et pouvoir comprendre qu'on ne dit pas la même chose. Parce que souvent, c'est ça aussi. Mais on dit la même chose et il faut revenir sur ça et dire, mais non, regardez, ce n'est pas tout à fait la même chose et aller dans la profondeur des réflexions. Hop, non, c'est pas celui-là. Voilà, alors j'ai noté donc ce travail par un groupe de pairs et puis la confrontation. Et chaque groupe de pairs a un animateur et aussi un animateur qui est légitime. Nous, les volontaires d'ATD Carmonde, on anime le groupe des personnes en situation de pauvreté. Les professionnels sont animés par un animateur professionnel qui est légitime et qui connaît aussi, parce que nous, on ne connaît pas le travail de tous les professionnels. Dans l'éco-formation, n'importe quel professionnel, on ne peut pas être là pour pointer les choses précises de votre profession puisqu'on ne la connaît pas. Donc il faut vraiment chacun à sa place. Et ensuite, donc le premier, je vais revenir, l'éco-formation par exemple, c'est 4 jours. Le premier jour, on travaille sur les représentations mutuelles parce que justement, c'est quelque chose qui joue tout au long de la co-formation et tout le temps et constamment, mais on commence par ça parce que c'est important de se rendre compte qu'on ne met pas les mêmes choses derrière les mêmes mots. On croit se comprendre, mais en fait, on ne dit pas pareil, on ne pense pas pareil. Et c'est pas qu'il y a une meilleure représentation aussi, parce que des fois, on dit, mais quand les professionnels vont se sentir bousculés par certaines représentations, je vais aller plus vite là, je reviendrai. Ah, non, raté, elle n'y est plus, c'est pas grave. Donc, par exemple, le service social. Souvent, le service social, les professionnels, ils vont mettre une photo, on le fait en photolangage ou en post-it, les représentations. Voilà. On donne un mot, pauvreté, vous cherchez un autre mot pour vous qui a un lien avec la pauvreté. Et donc chaque groupe trouve des mots et on compare. Service social, on peut faire ça à partir d'une photo. Vous cherchez quelle photo représente pour vous le mieux le service social. Donc les professionnels, souvent, ils représentent une photo d'une cordée ou voilà, d'un équipage. On est tous ensemble, professionnels, parents. Et en face, et du coup, ça rebondit sur ce que tu disais, Laurent, sur le... Je l'ai noté, mais je ne sais plus. Sur les voleurs.
tout à l'heure. Vous allez tomber dedans, le service social. Et donc voilà, la photo que je voulais montrer, c'était une photo de prison, et c'était le service social. Quand on y rentre, on n'en sort pas. Le service social, c'est une prison. Quand on rentre, on n'en sort pas. Voilà, ça commence comme ça. Souvent, les co-formations, ça bouscule. Mais ensuite, c'est 4 jours. Et pendant 4 jours, justement, on apprend à comprendre l'autre, comprendre ce qu'il porte, comprendre sa posture. On fait aussi des apports de connaissances, parfois, sur les mandats des travailleurs sociaux. Donc, les militants Carmonde, les personnes en situation de pauvreté se rendent compte aussi que le travailleur social n'est pas un Dieu tout-puissant, qu'il a aussi sa hiérarchie, qu'il a aussi des tensions, des différentes tensions entre ces différents mandats. Voilà. Et donc, pour revenir sur la méthodologie, donc, on travaille aussi, après les représentations, chacun écrit un récit d'expérience. Donc, si c'est sur une co-formation, sur le placement, c'est avec un travailleur social. Les personnes en situation de pauvreté vont écrire un récit d'un moment qui s'est mal passé avec un travailleur, un professionnel du travail social. Et les professionnels vont écrire un moment où, avec une famille, un papa, une maman, ils ont eu des difficultés. Et nous, l'équipe d'animation, donc animateurs côté professionnel et côté ATD, on se retrouve et on choisit 4-5 récits. Et donc, on va analyser ces récits et on va faire le même travail. Les participants vont avoir le même rôle, la même responsabilité, le même travail. Donc, chaque groupe va analyser le récit. Un premier récit, on va chercher la problématique. Un autre récit, on va chercher les logiques des acteurs. Un autre récit, on va chercher les initiatives prises de risque. Voilà. Enfin, et puis, parfois, on fait du théâtre forum. Et donc, c'est les réalités de vie qui sont notre outil, enfin, notre matériel de travail. Et parce qu'on n'est pas sur des choses abstraites. Les militants Carmonde, les personnes en situation de pauvreté, elles le disent, on a besoin que ce soit concret, on a besoin de comprendre. Et surtout, quand les professionnels ramènent leur institution, leur mode de fonctionnement, tout ça, c'est trop complexe. Il faut qu'on travaille vraiment sur des choses où on peut être à égalité et où chacun peut rebondir. Voilà, et ensuite on arrive à ce temps de confrontation où l'idée c'est pas de se battre, c'est pas de se friter, mais c'est pas non plus d'écouter poliment l'autre et de mettre de côté ses réflexions et de dire oui, c'est pas de la condescendance, c'est y aller, c'est malgré tout voilà, questionner et se laisser questionner et oser. Et souvent les militants ils disent mais les professionnels, ils veulent pas rentrer ils veulent pas travailler parce qu'on sent qu'au départ, les personnes n'osent pas justement aller questionner, aller titiller. Mais voilà, il faut, c'est toi qui disais, il faut maintenir le feu tiède. Il faut pas que ça aille jusqu'à on se bat tous, mais il faut pas non plus qu'on soit là, on s'écoute, oui, vous avez raison, sinon ça change rien. Et du coup, dans cette confrontation, c'est ça, c'est plus les pauvres qui apportent des témoignages et les autres qui les interprètent, mais c'est vraiment, chacun est engagé pour bousculer sa pensée, pour aussi questionner l'autre et pour qu'on arrive à construire quelque chose. Et donc, on va jusqu'à la coproduction des résultats. Donc, dans une coformation, on produit les conditions pour travailler ensemble. On cherche, après chaque exercice, on cherche quelles conditions alors pour mieux travailler ensemble. Et souvent, je dis que les conditions peuvent ne pas être révolutionnaires. Par exemple, souvent, il y a une condition qui sort, c'est écouter l'autre. Et donc, c'est pas tant, je pense que tout le monde est d'accord, ou l'écoute active, ou tout le monde est d'accord avec ça. C'est pas tant la condition, c'est le fait que pendant 4 jours, on a compris réellement ce que c'était qu'écouter l'autre, que faire une place, que reformuler, que voir si on a compris, et que c'est pas si simple et qu'on se laisse souvent emporter par le fait qu'on croit que les autres comprennent. Et nous de même, hein, moi je parle pas là, je parle vraiment pour tout le monde, parce qu'on se fait aussi rappeler à l'ordre en disant hop, qu'est-ce que tu nous racontes, on comprend rien, hein, ça arrive aussi. Voilà. Ce que je
me disais aussi, par exemple, sur les représentations, j'avais 2 petits points sur la santé. Il y a eu une co-formation avec des médecins. Sur la santé, les médecins, ils disaient en gros, c'est un capital, enfin, avec les professionnels de la santé, donc c'était pas mal des médecins, ils disaient c'est un capital, la santé c'est un capital donc à préserver. Et les militants Carmonde disaient la santé, pour nous, c'est une conquête, c'est un rêve inatteignable. Et une autre co-formation autour du mot famille, justement. Alors, famille, du côté des professionnels, c'était un lieu de ressources, un lieu de création de liens. Et de l'autre, du côté des militants Carmonde, c'était un combat, c'est pas acquis, il faut se battre au quotidien pour qu'elle puisse exister. C'est 15 minutes avant les questions. Mon Dieu. Donc, je peux vous mettre, donc voilà, maintenant je vais laisser quand même un temps à Noélie qui donc a participé à des co-formations et elle va vous exposer, je sais pas si va vous exposer voilà, comment en tant que professionnel on peut utiliser les acquis de la co-formation. Bon, alors, on a très peu de temps. Je vais essayer d'être, de vous dire des petites choses intéressantes rapidement. Voilà, donc je suis psychologue au Conseil général des Pyrénées-Orientales et j'ai été formée à la méthode de croisement des savoirs à partir d'une co-formation à l'INSET d'Angers en 2006 déjà. Ce qui m'a amené à la co-formation, c'était une insatisfaction que j'avais face à l'accompagnement individuel. Puisque j'avais l'impression que du coup je n'approfondissais pas la dimension sociale, la dimension collective dans laquelle se trouvaient pris à la fois les personnes que je rencontrais, mais aussi ma propre pratique. Donc rapidement, Claude Almos, qui est psychanalyste, elle a le mérite d'avoir dit récemment « L'être humain a une double colonne vertébrale psychique, une colonne vertébrale intime et puis une identité sociale. » Alors, le gros problème, c'est une fois rentré dans l'institution, comment appliquer une part de ce qu'on a appris en co-formation, puisque c'est une expérience très particulière et qu'il est difficile, après en rentrant, de pouvoir partager. Il y a eu une double répercussion, des répercussions au niveau de la posture professionnelle. On a beaucoup parlé du déséquilibre de la relation entre le professionnel et l'usager. Je dis usager, c'est-à-dire celui qui utilise le service social. Et donc, même si c'est une idée généralement admise qu'il y a ce déséquilibre de la relation, quand on est en co-formation, on l'expérimente vraiment. On l'expérimente, on en prend vraiment conscience et puis on peut commencer à accepter de faire changer les choses, ou en tout cas d'essayer. C'est pas évident parce que, par exemple, je suis professionnelle du social parce que je suis motivée par la relation d'aide. Et donc, me rendre compte qu'il y a une relation de pouvoir dans mon travail, c'est quelque chose qui est compliqué à accepter, je trouve. Et donc, en co-formation, on expérimente vraiment une situation où la personne en situation de pauvreté, elle va nous contredire avec des argumentations et dans un échange qui est vraiment à égalité. Et c'est un échange qu'on ne connaît pas dans notre quotidien de professionnel. C'est impossible de le connaître, puisqu'il y a un déséquilibre. Donc en co-formation, on peut vraiment expérimenter ça. Par exemple, une des choses que j'ai retenues, c'est quand je suis face à une personne dans mon travail, je lui demande souvent « Est-ce que vous avez compris ?» Donc j'ai droit au « oui » parce qu'on pense non et qu'on dit « oui ». Et maintenant, je me dis à chaque fois, en moi-même, même si je ne peux pas toujours l'appliquer, ce qui était dit en co-formation, c'est-à-dire posez-vous plutôt la question qu'est-ce que l'autre a compris, pas est-ce qu'il a compris, mais qu'est-ce qu'il a compris. Voilà. C'est une petite chose qui change beaucoup. Alors, je voulais parler quand même rapidement d'une dame que j'ai reçue. Ça, c'est la dimension de la posture professionnelle, hein, on en est là. Cette dame est venue en me disant, la première chose qu'elle me dit, c'est qu'elle souffre de la séparation avec ses enfants, qu'elle voit de temps en temps, et elle a une mesure d'AMO judiciaire.
quand elle reçoit ses enfants. Quand je l'écoute, la première chose qui me vient, c'est une espèce de double posture professionnelle. En caricaturé, ça donne. D'un côté, je suis psychologue, donc je me dis, et si on essayait de savoir dans son passé qu'est-ce qui a pu amener cette dame à cette situation de souffrance, et une posture, on va dire, institutionnelle, puisque j'ai un référentiel institutionnel, qui me dit, mais si cette dame est séparée de ses enfants, c'est qu'il y a eu une décision de justice, et donc c'est pas pour rien. Hein, voilà. Il y a une légitimité à cette situation. Donc je me dis, on n'est quand même pas des voleurs d'enfants. Hein, il y a cette réaction tout de suite défensive que j'ai eue, hein, réellement. Sauf que je me dis, après, en pensant à cette histoire de savoir que vous avez expliqué, Christelle, je me dis, dans un deuxième temps, je me dis, cette personne, elle a quelque chose à m'apprendre que je ne sais pas forcément. Et du coup, en fait, je lui pose des questions et elle m'explique. Depuis des années que je suis suivie par un éducateur, j'ai l'impression d'être fliquée tout le temps. Au tout début, j'ai fait une dépression et je n'arrivais pas à donner de l'éveil à mon enfant. Mais après, les éducateurs me disaient tout le temps « Vous êtes fragile, vous êtes fragile ». Plus je les écoutais et plus je me disais que j'étais une mauvaise mère. Je doutais de tout. Aujourd'hui, je fais mon possible pour prouver que j'ai fait des progrès. Je rêve qu'un jour, l'éducateur me dise « Ça y est, on vous laisse voler de vos propres ailes ». Je rêve qu'on me donne une chance. Mais c'est comme si on me rappelait toujours le passé. Malgré ce que je fais dans le présent, je garde tout le temps sur mon front cette étiquette « personne fragile ». Et ça n'en finit plus. Ça fait penser à la prison que tu as évoquée. Ça n'en finit plus. Voilà. Je me dis que s'il y a des solutions, ça ne peut être que dans un espace qu'on va construire ensemble, où on va pouvoir réfléchir ensemble et écouter ce qu'on a à apprendre les uns des autres. C'est un espace qu'on va créer, ce n'est pas son savoir et le mien, c'est quelque chose qu'on peut créer ensemble à partir de ça, pour pouvoir analyser la situation de la manière la plus pertinente et la plus efficace possible. Ainsi, je me dis que cette dame ne souffre pas seulement de la séparation d'avec ses enfants, mais de cet état de dépendance dans lequel la maintient l'accompagnement éducatif et judiciaire, comme une enfant qui devrait sans cesse faire ses preuves. Elle est maintenue aussi, en tant que psychologue, je trouve, elle est maintenue aussi dans un état psychique précaire d'une éternelle malade, invalide. On lui rappelle sans cesse qu'elle est fragile et qu'elle était dépressive. Ça me rappelle l'effort pour rendre fou dont a parlé Laurent tout à l'heure. Donc, à la lecture de son analyse à elle, puisque je trouve qu'elle a fait une analyse extrêmement pertinente de sa situation, l'accompagnement individuel peut se déployer dans une dimension plus large où chaque acteur peut ainsi occuper sa place de la manière la plus adaptée possible. Par exemple, on pouvait imaginer qu'on travaille avec elle sur les choix liés à sa pauvreté maternelle, puisqu'on lui reproche de faire certains choix dans sa situation par rapport à ses enfants. Et par exemple, elle me dit qu'elle ne peut pas parler à l'éducateur de ce qu'elle ressent là, de ce qu'elle m'a expliqué, parce qu'elle n'a plus confiance. Et donc, imaginez par exemple qu'elle soit accompagnée par quelqu'un en qui elle a confiance la prochaine fois qu'elle ira parler à son éducateur pour pouvoir justement lui expliquer son point de vue. L'objectif en tout cas est bien de sortir de cette situation figée afin que cette dame puisse reprendre la main sur sa vie. Dans une démarche plus collective, puisque je garde en tête cette dimension sociale, cette dimension collective, toujours dans l'idée de comment est-ce qu'on peut décliner la démarche de croisement et les conditions qui peuvent être identifiées notamment dans la charte pour intervenir à notre niveau dans l'institution de manière collective. Donc, on parle beaucoup de participation des usagers, vous avez dû en entendre parler. Bon, il y a plein de termes il y a évaluation des dispositifs, il y a comité d'usagers, vous avez certainement plein d'autres termes de ce type-là. Et donc, l'idée, c'est ce que je souhaite démontrer, même si c'est très rapide, c'est qu'on peut très bien prendre ce cadre-là de la participation et de pouvoir attraper quelques principes du croisement des savoirs
pour créer vraiment un espace de participation et pas juste quelque chose qui nous soit demandé par l'institution, qui nous soit demandé par la loi, imposé par la loi, qui est la démarche participative. Donc, par exemple, très rapidement encore, au départ, nous avons créé avec une assistante sociale un atelier collectif avec des femmes. Et notre idée, c'était vraiment qu'elles puissent se parler ensemble, reprendre confiance en elles. On était vraiment sur des objectifs très basiques, on va dire. Ce n'est pas vraiment une démarche participative, mais ce qu'on a pu prendre, par exemple, comme principe, c'est de dire qu'il fallait qu'on construise cet atelier avec elles. Ce n'était pas nous qui allions dire voilà comment ça va se passer, voilà où on va et voilà quels outils on utilise. On s'est dit, c'est elles qui vont s'approprier l'atelier, c'est elles qui vont décider des outils, c'est avec elles qu'on va décider de comment on avance. Et à chaque fois, on va faire un bilan sur ce qui leur a pas plu, sur ce qui leur a plu, et on va évoluer comme ça avec elles. Par la suite, j'ai participé à un groupe de travail sur le RSA et l'emploi. Et évidemment, il n'y avait que des professionnels dans ce groupe de travail. Et l'idée, c'était, ils se sont tournés vers moi en me disant, mais comment les personnes au RSA perçoivent le monde du travail? Qu'est-ce qui pose problème pour elles dans ce monde-là? Et donc, on a fait une contre-proposition, plutôt que de répondre directement, on a constitué un petit groupe de bénéficiaires du RSA, on les appelle comme ça, pour qu'ils nous expliquent qui construisent ensemble, séparément, loin des professionnels, qui construisent une réponse où il y aurait à la fois leur représentation du monde du travail, mais aussi les propositions qu'eux, ils peuvent faire par rapport aux obstacles qu'ils ont identifiés. Qu'est-ce qui est compliqué pour eux pour aller vers l'emploi? Qu'est-ce qu'ils peuvent repérer de très concret? Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme proposition pour que ça change? Donc, on a utilisé, par exemple, un principe qui relève de la coformation, qui est le principe d'autonomie des savoirs. Pour que les participants soient libres d'exprimer leur avis, on en a discuté avec eux et on s'est dit que la meilleure façon, c'était qu'ils soient anonymes. C'est-à-dire, dans le rapport qu'on faisait à l'institution, on ne mettait pas leur nom en entier. Voilà. Alors, je peux vous dire que la qualité du travail qui est rendu dans ces cas-là crée une vraie surprise dans l'institution, où il y a beaucoup de peur par rapport à ce qui peut être fait. Et ça permet aussi, pour les participants, de prendre vraiment conscience qu'ils ont un vrai savoir d'expérience, parce qu'au début, quand ils arrivent, ils n'ont pas cette conscience-là de tout ce qu'ils peuvent proposer aussi. Et ils prennent conscience que leur parole peut faire bouger les choses. On peut du coup penser à aller plus loin. Et je crois que le croisement des savoirs et des pratiques, ce développement-là, permet de se dire qu'on peut aller plus loin et de créer des actions qui sont centrées sur le pouvoir d'agir. Alors, il y a un terme dans le social qui dit intervention sociale d'intérêt collectif. C'est un autre terme, c'est-à-dire une action collective qui permet vraiment de produire du changement et d'engager des actions qui ont un impact sur l'environnement et qui permet que tout le monde s'engage à différentes échelles. Pas juste le travailleur social, pas juste l'usager, entre guillemets, mais aussi l'institution et aussi les élus. Je vais vraiment beaucoup plus loin. Voilà. Alors juste, je termine sur ce que Claude Amos dit. On ne change. Alors elle parlait de la réalité de précarité sociale. On ne change pas la réalité en méditant tout seul dans son coin. On la change en s'unissant aux autres pour la comprendre et la combattre. Et la comprendre, c'est vraiment accepter une réalité. Elle ne se construit pas. C'est pas moi qui la construis, la réalité. C'est une construction sociale, c'est une construction culturelle. Et on ne peut la comprendre que si on confronte les regards des uns et des autres sur cette réalité-là. La confrontation, ça veut dire que ça passe d'abord par le conflit et pas par on est tous d'accord, tout va bien. Voilà. Voilà. Merci. Merci à l'une et à l'autre d'avoir joué avec le temps en plus, et vous nous laissez du coup 10 minutes pour
entrer en dialogue avec vous. Questions, suggestions, commentaires, évocations d'expérience. Alors. Oui. Manifestez-vous. Oui, voilà. Très bien. Je vous en prie. En haut à droite, oui. Non, le micro ne fonctionne pas. Si? On vous a expliqué comment on dit. Ça ne marche pas. Ah. Si, ça y est. Merci. Oui, AED, Conseil Général 54. Sur la place de ces personnes en état de pauvreté, les papiers officiels, on fait signer dans le cadre des AED des contrats où on parle de collaboration des familles. Quand on signe un contrat chez n'importe qui, on a un double des contrats. Et là, il n'y a pas du tout, et j'arrive pas à faire valoir le fait qu'on donne l'écrit contractuel aux familles. Alors, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres départements, mais déjà au départ, on demande la confiance des familles. Enfin, moi, c'est un terme que il faudrait qu'ils se méfient plutôt de nous. Mais même en termes de documents administratifs, c'est la course, donc on leur dit bien, si vous voulez avoir accès à votre dossier, vous pouvez être accompagné de la personne de votre choix, enfin bon, des démarches impossibles. Donc je ne sais pas votre avis sur, si dans des départements on donne des papiers, enfin s'il y a quelque chose d'officiel sur ce contrat qui passe avec nous, s'il y a le collabore. Alors, laquelle de vous deux ou lequel de vous trois proposerait quelques éléments? Je ferai juste une première, puis après si vous voulez compléter, une première réponse, mais alors je ne sais pas si ça répond à votre question. Juste par expérience, tous ces contrats, ces papiers, ces jugements de tribunaux, ces réponses administratives, toutes ces choses-là, on pourrait passer des heures, et j'essaye de passer un petit peu de temps, mais ce n'est pas toujours évident. Et donc, je vous le dis, on peut passer des heures avec les personnes pour s'assurer de ce qu'elles ont compris. Parce que je vous assure que même si elles les ont dans les mains, la grosse majorité du temps, enfin, dans mon expérience, ça ne sert pas à grand-chose, parce qu'elles ne savent pas s'en servir, elles ne savent pas... voilà, elles ne peuvent pas s'en servir sans que nous, on puisse faire ce travail-là d'appropriation avec elles, et qui est pas juste, ben voilà, je vous ai expliqué, vous avez signé, c'est qu'est-ce que vous avez compris, hein? Voilà. Et peut-être une association un peu libre sur la notion de contrat. La difficulté après, c'est que le contrat, il s'exerce toujours beaucoup plus. Il n'est pas égalitaire, quoi. Donc il s'exerce toujours comme une pression. Ce matin, avant de venir, je me disais, finalement, la loi ou les contrats, c'est un peu comme quand vous plongez dans une piscine ou au fond des océans. Ceux qui sont dans les bas-fonds ressentent la pression beaucoup plus fort. Quand on est à la surface, on s'en passe. Donc nous, on peut ne pas appliquer la loi. On ne peut ne pas tenir nos contrats. Combien d'AEMO ne sont pas engagés au bout de 6 mois, voilà, alors que effectivement, quand quelque chose n'est pas respecté pour les gens, on sait leur dire. Donc, il y a quelque chose de très inégalitaire dans les contrats, et beaucoup de gens nous l'ont dit dans l'éco-formation. On m'avait dit que c'était un placement provisoire. Donc, que vaut la parole? Alors, je dis pas après, moi je suis pas dans chaque situation, mais voilà, après parler de contrat et d'engagement, c'est très compliqué à ces conditions-là. Oui, alors 2 interventions devant, je vous en prie. Bonjour. Alors, moi, je suis un petit peu, interpellé. Je dirais sur la tonalité qui a été donnée tout à l'heure, aussi bien par rapport à la question de la protection de l'enfance du monsieur Sochard que de sa présentation, sur laquelle, effectivement, je trouve qu'il y a des choses extrêmement intéressantes, de réflexion, etc. Et notamment sur la question du contrat. Donc là, il y a un monsieur qui nous parle de la question de l'AED, de la question de la façon dont les contrats sont remis aux familles, etc. Je peux quand même vous dire que la loi nous oblige à remettre aux familles le contrat qu'elle a signé. Le contrat ne sont pas signés sous la contrainte.
Donc je trouve ça un peu... Alors je sais que ça vient totalement en contrepoint, je dirais, de la tonalité générale, mais je crois que c'est important aussi peut-être de relativiser un petit peu les choses. Tout à l'heure, Monsieur Chauchard, vous parliez, alors j'ai noté, et c'est vrai que ça m'a un petit peu interpellé, sur la fascination morbide pour les phénomènes de reproduction. Je ne sais pas, je suis arrivé à ce moment-là. Alors, je suis désolé, je n'ai pas bien saisi de quoi vous vouliez parler, puisque j'arrivais, donc je ne sais pas à quoi c'était relié. Mais c'est vrai que ça, je dirais que ça m'interroge un petit peu, et que là, sur la question, effectivement, de l'aspect, on va dire, contractuel, enfin, si je le dis, c'est parce qu'effectivement, j'ai cette pratique, hein, et qu'il y a des questionnements, en tout cas. Il y a beaucoup de choses que je partage dans les analyses qui sont faites, qui doivent nous interroger, mais en même temps, je pense qu'il faut être un peu plus prudent par rapport aux questions et par rapport aux questions qui sont liées à la protection de l'enfance. Il y a des situations qui nous interpellent énormément, et après, il y a aussi la question de la façon de quelle place on parle. Je trouve que c'est aussi important de le mesurer. Et lorsqu'on parle de protection de l'enfance, on est quand même confronté à un certain nombre de situations de ces enfants pour lesquelles, évidemment, ça nous interroge. Bien sûr que ça nous interroge. Alors, mais voilà, donc c'est plus des temps remarques. De vous répondre, parce qu'il a un train à prendre qui va le contraindre à nous quitter d'une minute à l'autre désormais. Donc je lui donne la parole tout de suite, puis monsieur, vous intervenez. Je vous en prie. Non, mais voilà, j'invitais simplement au débat. Moi, je ne cherche pas à emporter le morceau. Je crois simplement qu'on ne peut pas... il faut se méfier dans l'interaction. Si on prend les choses de façon systémique, il y a un certain nombre d'éléments qui peut-être d'ailleurs sont tout à fait fondés cliniquement à certains moments, qui transforment l'évaluation en destin ou en assignation. Voilà, c'est simplement ça. Et je pense qu'il y a des processus de fascination morbide, y compris notamment sur les questions de maltraitance. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les voir, etc., mais qu'il ne faut pas voir les situations de maltraitance. Mais on a aussi, nous, à travailler à cet endroit-là. Et personnellement, me semble-t-il, dans mes rencontres avec un certain nombre de collègues dans la protection de l'enfance, je trouve que c'est quelque chose qui vient très souvent, et je sens quelque chose, peut-être je gourre, hein, cliniquement, là je suis peut-être à côté de la plaque, je trouve qu'il y a de la fascination morbide sur cette affaire-là, et en plus je n'arrive pas à comprendre ce que ça ramène d'intéressant aujourd'hui. Je vous le dis un peu comme ça, hein, mais j'ai peut-être tort. Voilà, j'arrive pas à comprendre en quoi ça va nous aider, parce que j'entends moi des situations quand même. Je me souviens aux assises de la protection de l'enfance, discuter avec des collègues des équipes de la sauvegarde qui disent mais de toute façon il y a des gamins, il y a des parents qui ne reverront jamais leurs gamins. Alors moi je veux bien voilà, c'est possible en regardant sur des parcours longitudinaux qu'on le dise après, mais est-ce que c'est une position éthiquement possible? Moi j'ai travaillé en psychothérapie institutionnelle dans mes débuts professionnels. On avait une règle éthique qui était de dire quand on n'y croyait plus avec quelqu'un, moi j'étais référent de psychotique, quand à des moments leurs symptômes me renvoyaient moi-même à une pulsion morbide, je le disais et j'abandonnais parce que du coup je faisais du mal, c'est tout. Et je pense qu'il faut qu'on mette ça au travail, parce que sinon, voilà, je crois qu'il y a une posture éthique à avoir. On ne peut pas désespérer. Il y a des gens dans la grande pauvreté qui sont revenus, mais d'un endroit mais où on ne les aurait jamais vus. Dans les coformations, moi j'ai vu des personnes au fil de plusieurs années de coformation se relever, des gens qui sont sous tutelle depuis des décennies. Et je les ai vus se relever parce qu'on a, et en psychothérapie institutionnelle, pendant la guerre 39-45, on a suspendu le soin dans l'hôpital de Saint-Alban sous l'impulsion de François Toscaïès. On a suspendu le soin parce qu'il fallait nourrir les gens, parce que des gens étaient en train de mourir de faim, parce qu'ils n'avaient pas de ticket de rationnement, parce qu'ils étaient fous et enfermés dans ces asiles-là. Toscaïès suspend le soin en disant maintenant l'important c'est de bouffer. Et donc on va cultiver des patates, élever des lapins ou faire ce qu'on peut dans les fermes du coin. On a suspendu le soin, il y a des gens qui ont guéri. Voilà. Et à partir de là, ça a lancé un courant d'analyse institutionnelle où on s'est dit mais il y a quelque chose là à retravailler de la position relative qu'on a à des gens qui ne vont pas bien. Voilà, c'est là-dessus que je m'appuie. Alors, je vous en prie, merci.
pardon, je croyais qu'il y avait une autre question. Non? Alors, oui, devant, tout à fait devant. Merci. Levez bien la main, s'il vous plaît. Oui. Alors, je vois des mouvements. Dans 3 minutes, on a terminé. 4. Allez. Moi, je Madame. suis interpellée quand on parle du fait qu'à vitam aeternam, je prends mes termes à moi, que les familles vont avoir, ou les enfants vont avoir des mesures à long terme. Il nous arrive d'avoir des mesures qui s'arrêtent et où on est ravis qu'elles s'arrêtent, qu'elles soient en judiciaire ou en AED. Quand on arrive au tribunal des enfants et que le juge, ou nous, on demande un arrêt, la famille demande un arrêt, on a fini le travail, ça fait partie, et c'est des gens qui ont été dans la précarité, c'est des gens qui ont été en difficulté, on les a accompagnés au mieux. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez non plus. Je veux dire, il y a des familles qui arrivent avec notre soutien et pas avec nos savoirs, mais qui arrivent avec notre soutien à arrêter. C'est eux qui arrêtent, c'est eux qui ont la possibilité d'arrêter. Merci. Une dernière intervention? Tout en haut. Et ce sera véritablement la dernière. Oui, bonjour, je voulais vous faire part juste d'une réflexion. Toutes les interventions soulignent l'importance, et c'est très bien, j'y souscris, de rendre et d'entendre la parole de ceux qui sont issus de la pauvreté. Mais il me semble que paradoxalement aujourd'hui, j'ai entendu des professionnels, des spécialistes s'adresser à d'autres professionnels. Où a donc été aujourd'hui la parole des gens vivant de la pauvreté? Voilà, peut-être est-ce le fossé, les limites encore de... Voilà, je n'ai pas encore entendu cette parole aujourd'hui dans le panel des intervenants. Voilà, c'était une réflexion. Alors, oui, je vous en prie. Oui, c'est sûr. Et pourquoi? Parce que peut-être la configuration de l'intervention, 1 heure de temps et 700 personnes face aux intervenants, c'est pas simple, et que de pouvoir s'exprimer comme ça devant du monde, ça demande une grosse préparation, ça se fait pas comme ça, et voilà, il faut des conditions pour vraiment pouvoir s'exprimer à égalité, et je pense que ça y fait aussi. Alors peut-être on a souvent quand on intervient, moi j'interviens souvent avec un professionnel et 1 ou 2 militants pour justement, moi j'explique la démarche et eux expliquent ce qu'ils ont gagné avec ces coformations. Mais voilà, on s'est dit que les conditions peut-être aujourd'hui c'était pas les meilleures, et puis on n'avait aussi pas de temps pour pouvoir préparer assez avec les personnes. Merci.